Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. Le président du Parlement iranien dément toute négociation et accuse Washington de fake news. Donald Trump avait déclaré en fin de matinée « Nous avons de bonnes discussions avec l'Iran ». Je le cite évidemment. « J'ai ordonné le report des attaques américaines ». Donald Trump a annoncé que Washington et Téhéran avaient tenu des discussions très fructueuses et constructives concernant la fin des hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu de la teneur de ces discussions, j'ai demandé, donc, a dit le numéro 1 américain, qu'on arrête les frappes prévues sur les infrastructures énergétiques. Mohammad Bagher Ghalibaf, qui est donc le président du Parlement et qui est considéré comme l'un des derniers grands leaders iraniens qui fonctionnent encore à Téhéran, d'ailleurs c'est un dur, et a qualifié ces affirmations de fake news. Ils estiment qu'elles visent à manipuler les marchés financiers et à aider les Américains à se sortir de ce qu'il a qualifié de bourbier. Israël se dit surpris par ces négociations qui ont été annoncées et on parle même d'une possible rencontre cette semaine au Pakistan entre les Américains et les Iraniens. Interrogé sur la réouverture du détroit d'Ormuz, Donald Trump a affirmé qu'un accord permettrait une reprise immédiate du trafic, évoquant un contrôle conjoint du passage stratégique. Israël qui affirme avoir neutralisé la majorité des lanceurs de missiles iraniens. L'armée israélienne indique avoir détruit ou neutralisé environ 330 des 470 lanceurs de missiles balistiques. Plus de la moitié ont été détruits lors de frappes aériennes, tandis que d'autres ont été rendus inopérants en visant des infrastructures qui sont souterraines. Des nouvelles du guide suprême Mojtaba Khamenei révélées par le Washington Post. L'homme est isolé, blessé et ne répond pas aux messages. Son inaction, donc lui qui est le guide suprême de la révolution islamique, permet aux gardiens de la révolution d'agir à leur guise, affirme le quotidien américain. Et puis Bezalel Smotrich appelle à une annexion pure et simple du sud du Liban. Le ministre israélien des Finances a appelé à une redéfinition des frontières d'Israël au Liban et il affirme la nouvelle frontière, ça doit être le fleuve Litani. On part pour Jérusalem, on le retrouve notre correspondant permanent Dror Even-Sapir. Bonsoir Dror. Bonsoir. Dror, alors on va essayer d'y voir clair avec vous, ça va être difficile sur ce que l'on sait, ce qui est sûr ou pas, concernant cette rencontre annoncée et ces négociations entre les Iraniens et les Américains. Quelles sont les informations que vous possédez à Jérusalem à ce sujet ? Eh bien, les propos de Donald Trump sont assez clairs, puisque le président américain affirme que les Iraniens ont d'ores et déjà, au cours de conversations téléphoniques, accepté un certain nombre de compromis, notamment concernant le détroit d'Ormuz. Ils auraient accepté la réouverture du détroit et concernant également le programme nucléaire. Ils se seraient engagés à cesser leur activité d'enrichissement d'uranium et surtout, et ça c'est un point tout à fait crucial, à transférer aux Américains les quelques 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui sont cachés, ensevelis quelque part en Iran et qui pourraient permettre au régime de Mollah d'acquérir assez rapidement l'arme nucléaire s'il en prend la décision. Et ça, c'est un point véritablement crucial. S'il est confirmé, et pour l'instant ce n'est évidemment pas le cas, eh bien ça pourrait être véritablement le moyen pour les Américains et les Israéliens d'affirmer que la guerre, d'une certaine manière, a été remportée, puisque c'était l'un des principaux enjeux du conflit. Des négociations devraient avoir lieu, en tout cas d'après certains médias, dans les prochains jours à Islamabad, la capitale du Pakistan. Il se pourrait que les États-Unis soient représentés par le vice-président, donc un personnage tout à fait important, J.D. Vance, dont on sait d'ailleurs qu'il était plutôt réticent concernant cette offensive américano-israélienne en Iran. En Israël, d'après certains médias, des responsables qui citent certains responsables israéliens qui, s'ils affirment qu'ils étaient parfaitement au courant des efforts
d'un pays tiers pour relancer les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et on peut penser au Qatar, qui a été très actif ces derniers temps pour tenter de faire en sorte que le conflit puisse parvenir à son terme. Eh bien, ces mêmes sources israéliennes se déclarent surprises par les propos de Donald Trump, puisqu'encore une fois, à en croire le président américain, les Iraniens ont déjà consenti à un certain nombre de concessions et de concessions importantes, mais c'est tout de même un certain scepticisme qui règne en Israël. D'ailleurs, les responsables sécuritaires, militaires, préviennent la population et ils affirment que le nombre de missiles qui seront tirés dans les prochains jours vers Israël ne diminuera pas. On ne s'attend pas à une diminution des tirs de missiles vers Israël. Alors, vous avez une version qui est celle dont vous disposez à Jérusalem, mais nous, ici, après, on en a deux. C'est-à-dire que là, apparemment, vous tenez pour acquis qu'on se dirige plus ou moins vers une rencontre au Pakistan, et que si elle n'a pas lieu, c'est qu'elle a capoté. Mais les informations qui ont été diffusées sur les médias français par le biais de l'Iran, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Comment on peut essayer de comprendre ? Pour l'instant, ces informations sur des négociations qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours au Pakistan sont bien évidemment à prendre avec beaucoup de précautions. Je parlais il y a un instant du scepticisme qui règne en Israël. Le scepticisme qui règne en Israël est basé sur, on peut l'imaginer, des rapports des services de renseignement. Et puis il y a les propos du président du Parlement iranien qui est probablement la personnalité iranienne avec laquelle Trump a discuté, a échangé, et le président du Parlement iranien a démenti non seulement les informations sur les contacts avec Donald Trump, mais sur le fait qu'il y aura des discussions dans les prochains jours. Donc ces informations qui circulent, elles proviennent d'un certain nombre de sources bien informées, mais elles n'ont pas du tout été confirmées, ni du côté israélien, ni du côté iranien. Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël est en position de force face à un Iran affaibli. Benjamin Netanyahou qui a affirmé qu'Israël se trouve en supériorité et il dit l'Iran est en bas tandis que nous sommes en haut. Il s'exprimait devant la commission des affaires étrangères de la Knesset et le chef du gouvernement israélien a assuré qu'Israël œuvrait à atteindre des objectifs sans précédent, tout en poussant également l'Iran vers des situations totalement inédites, c'est-à-dire donc inédites dans le sens de la faiblesse. Israël affirme avoir neutralisé la majorité des lanceurs de missiles iraniens. Tsahal indique avoir détruit ou neutralisé environ 330 des 470 lanceurs de missiles balistiques. Plus de la moitié ont été détruits lors de frappes aériennes, tandis que d'autres ont été rendus inopérants en visant des infrastructures souterraines, je vous le disais en titre. Selon Tsahal, cette stratégie a permis de réduire de manière très significative le rythme de tir iranien, désormais estimé à une dizaine de missiles par jour, contre près de 90 au début du conflit. L'armée israélienne qui affirme avoir mené encore cette nuit une série de frappes aériennes dans plusieurs bases militaires et sites de production d'armes en Iran, notamment à Téhéran. Des dizaines d'avions de chasse ont largué plus de 100 bombes visant des installations des gardiens de la Révolution, dont des centres de commandement, des renseignements et de défense aérienne, des sites liés à la production de missiles ou d'équipements électroniques. Isolés, blessés et ne répondant pas au message, l'état de santé de Mojtaba Khamenei a été révélé par le Washington Post, qui est généralement considéré comme une source fiable, et le même Washington Post affirme que cette inaction du guide suprême permet aux gardiens de la Révolution d'agir à leur guise. Le ministre français des Affaires étrangères, Barrot, à propos des tirs du Hezbollah contre Israël, face à ces attaques qui éprouvent durement la population civile israélienne, les Israéliens ont le droit de se défendre, dit le ministre français des Affaires étrangères, peut-être d'ailleurs pour la première fois depuis le début de cette guerre. En premier lieu, évoquer avec eux la dramatique escalade au Liban,
provoquée par la décision inadmissible et irresponsable du Hezbollah, que nous avons condamné avec la plus grande fermeté, de se joindre aux agressions iraniennes contre Israël, faisant primer le soutien au régime de Téhéran sur la stabilité et la sécurité du Liban et entraînant ce pays dans une guerre dont ne voulaient ni ses autorités ni sa population. Face à ces attaques qui éprouvent durement la population civile israélienne, notamment au nord du pays, contrainte de se réfugier plusieurs fois par jour dans les abris, Israël a évidemment le droit de se défendre. Les populations et les infrastructures civiles doivent évidemment être préservées de ces opérations, conformément au droit international humanitaire. Les autorités israéliennes m'ont assuré qu'elles mettaient tout en œuvre pour ce faire. Voilà donc le chef de la diplomatie française, le ministre Jean-Michel Barrot. Interrogé sur la réouverture du détroit d'Ormuz, Donald Trump a affirmé qu'un accord permettrait une reprise immédiate du trafic, évoquant un contrôle conjoint du passage stratégique, peut-être moi et l'ayatollah, dit-il, lorsqu'on lui demande « mais qui va contrôler ?» Et en fait, il s'agit d'une manière, façon Trump, de dire « par contre, je ne sais pas qui va contrôler le détroit une fois que nous sortirons de cette guerre ?» 2 navires transportant du gaz de pétrole liquéfié ont réussi à franchir le détroit aujourd'hui en direction de l'Inde, malgré une situation qui est toujours très fortement perturbée. Le témoignage d'un Iranien cloîtré chez lui à Téhéran et qui évoque sur France Inter les bombardements et il dit « Les Israéliens ciblent beaucoup plus lorsqu'ils frappent ». Nous suivons ce que Trump a dit au début de la guerre. Restez chez vous et attendez qu'on ait fini. Alors je lis beaucoup de livres à mes enfants, nous jouons, je cuisine. On parle de politique avec ma femme, de ce que l'on traverse. Ça nous rappelle l'époque du Covid. On ne sort quasiment plus. Je crois que ça fait plus de 20 jours. J'ai arrêté de compter, à part pour faire les courses. On reste enfermé à l'appartement. Vendredi, on a dû fêter Nowruz, le nouvel an perse, enfermé chez nos parents à cause des bombardements. Hier, samedi, nous n'avons pas célébré l'Aïd. La fin du Ramadan, on l'a comme oublié avec tout ce qui se passe. Après 3 semaines, on s'est habitué aux bombardements. Et en intérieur, nous pensons être en sécurité. Nous croyons que les armées israéliennes et américaines connaissent leurs cibles. Mais ici, on dit qu'Israël est meilleur pour les atteindre. Quand les États-Unis bombardent, tout le quartier est rasé. Quand c'est Israël, c'est plus ciblé et plus limité. Voilà donc un témoignage avec une voix évidemment brouillée, comme vous l'avez reconnu, mais c'est très rare. Et c'est France Inter qui a réussi à obtenir ce témoignage donc sur place en Iran. Le Kremlin a déclaré suivre de près des déclarations contradictoires concernant l'évolution du conflit avec l'Iran, tout en espérant un retour rapide à une solution pacifique. Bezalel Smotrich fait du Bezalel Smotrich et il dit qu'il appelle à une annexion du sud du Liban. Le ministre israélien des Finances a appelé à une redéfinition des frontières d'Israël au Liban. Il estime que la frontière nord devrait être étendue jusqu'au fleuve Litanie. Donc c'est à l'intérieur du sud Liban, au cœur du territoire libanais. Cette déclaration intervient dans un contexte évidemment difficile et on a l'impression qu'il met un peu d'huile sur le feu. Dans une interview accordée à une radio israélienne, Bezalel Smotrich a affirmé que la campagne militaire en cours devait se terminer par une réalité totalement différente. Donald Trump confirme pour sa part qu'il se rendra à Jérusalem pour recevoir le prix Israël en avril pour Yom HaAtzmaut. Il a redemandé la grâce pour Netanyahou. Votre président, si faible, ne va-t-il donc pas le gracier, a demandé Donald Trump. Il me l'a dit pourtant à maintes reprises et il m'a menti. Cet homme, donc le président, est un homme faible et pitoyable, ce n'est pas un dirigeant. Pour sa part, Bibi ferait mieux de se concentrer sur la guerre et pas sur des futilités. Déclaration de Donald Trump dans une interview accordée à la chaîne 14 en Israël. Retour en France avec les élections municipales. Et c'est d'abord le barrage qui a été opposé à LFI, qui occupe tous les esprits aujourd'hui. Par exemple, le secrétaire général du PS, qui peut-être d'ailleurs n'en attendait pas tant, et qui se félicite. Il dit « LFI fait perdre la gauche », mais pas seulement nous. LFI fait perdre LFI. On vous a entendu hier soir, Pierre Jouvet, dire que LFI faisait perdre la gauche. Ils se font perdre eux-mêmes, surtout Jérôme Chappuis. LFI ne pouvait pas perdre Limoges et Toulouse.
ils ont perdu. Et on voit bien qu'aujourd'hui, par leur position, par les sorties de leur leader Jean-Luc Mélenchon, ils se condamnent à la défaite. Moi, ce matin, ce que je constate, c'est que le Parti socialiste a 1000 maires dans le pays. 1000 maires socialistes ont été réélus. Ce que je constate, c'est que dans les 10 plus grandes villes de France, 6 d'entre elles sont dirigées par des maires socialistes aujourd'hui. Pardon, mais c'est pas complètement incohérent avec ce qui s'est passé il y a tout juste une semaine, c'est-à-dire lundi dernier, des alliances, des fusions entre des listes socialistes et LFI. Il y a eu des alliances et des fusions au niveau local entre des listes, parce que quand des maires ont considéré à l'échelle locale que certains leaders de la France Insoumise qui avaient fait des bons scores au premier tour pouvaient les rallier au deuxième, ils ont fait ce choix-là. Nous avions dit qu'il n'y aurait pas d'alliance et pas d'accord national tant que Jean-Luc Mélenchon tiendrait les propos qu'il tient. Mais pas d'accord national et des accords locaux dans de nombreuses villes. Est-ce que c'est pas ça qui est sanctionné par les électeurs de la gauche modérée, le manque de clarté, notamment du Parti socialiste? Vous savez, le manque de clarté, je n'y crois pas pour une raison simple. On a vu par exemple à Nantes qu'il y avait eu un accord d'ailleurs avec la France Insoumise et Johanna Rolland, et c'est une grande satisfaction pour nous, a été réélue maire hier. Ce que je vois surtout... Après une fusion, après un accord avec LFI. Ce que je vois, c'est de l'analyse électorale d'abord. On doit analyser ce qui s'est passé. Ce que je constate, c'est que les élus qui n'étaient pas premiers au soir du premier tour, hier, ont été battus. Voilà, donc le secrétaire général du Parti socialiste et puis pour le directeur général du journal Le Figaro. L'exemple de Toulouse est intéressant parce qu'il ressemble à un front républicain mais inversé. C'est-à-dire c'est plus contre le Rassemblement national, c'est contre LFI. Toulouse, c'est vraiment intéressant dans ce processus que l'on a vu naître d'une forme de front républicain inversé contre la France insoumise. Parce que donc François Piquemal était le candidat LFI à la mairie de Toulouse qui s'est allié avec les socialistes. Et dans la semaine, on a vu un certain nombre d'épisodes qui ressemblent à ce que l'on a pu voir contre le Rassemblement national, c'est-à-dire le monde économique qui a dit que l'élection d'un insoumis serait une catastrophe pour l'industrie et l'économie de Toulouse, le monde des sportifs, et notamment le Stade Toulousain, du rugby, qui à Toulouse est essentiel et décisif, et un certain nombre d'interventions nationales. Le Figaro Vox a publié une tribune d'Aurore Berger sur cette question, pour faire de Toulouse un symbole contre lequel les électeurs devaient s'élever pour empêcher que la 3e ou 4e ville de France, selon les classements, puisse devenir une ville insoumise. Et arithmétiquement, la gauche aurait dû faire le score qu'a fait Jean-Luc Moudenc, si on fait une addition. Donc là, on voit naître quelque chose qu'on a vu souvent quand il s'agissait du Front National, puis du Rassemblement National. Là, on a vu, sans encore une fois qu'il y ait d'alliance, de mots d'ordre, mais une forme de mobilisation naturelle de tous les électeurs opposés à l'arrivée de M. Piquemal à la mairie de Toulouse. Et ça, il va falloir analyser ensuite en profondeur les chiffres, quels sont les électorats qui se sont déplacés, parce que c'est une forme de force électorale qui est en train de se créer à droite, comme une espèce de bouclier anti-LFI. Ça fait partie des choses qu'il faudra qu'on puisse analyser. Voilà, le directeur général du Figaro. Raphaël Glucksmann, qui donc tire très bien son épingle du jeu, dit « Mais de toute façon, LFI n'est pas la gauche » et il est sur France Inter. Quand vous jouez sur les non-juifs, quand vous bafouez les principes républicains, vous n'êtes pas la gauche, ce n'est pas notre famille, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre tradition. Donc ça veut dire des gauches irréconciliables. Mais même pour moi, ils ne sont pas de gauche. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que la gauche? Si la gauche, c'est la lutte pour l'émancipation, si la gauche, c'est la République, si la gauche, c'est la fin de l'assignation à résidence identitaire, si la gauche, c'est le progrès, si la gauche, c'est d'assumer la construction européenne jusqu'au bout, nous sommes la gauche qui peut gagner, nous sommes la gauche républicaine, nous sommes la gauche solidaire. C'est pas la gauche. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre famille. Ils ont quitté les rives de cela. Ils ont quitté les rives de cela et il faut le dire une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer d'un coup d'éponge dans une salle obscure pour faire des négociations électorales. Donc en fait, la seule manière, c'est de renouer avec notre histoire, c'est de montrer qu'en fait, on peut être viscéralement attaché à la justice sociale, au service public et fondamentalement attaché au principe de la démocratie libérale, qu'on peut voter en étant à la fois complètement écolo, complètement favorable à la transformation écologique et farouche partisan de l'Europe, qu'on n'a pas besoin de se scinder intérieurement à chaque élection. Vous pouvez dire si vous voulez que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise c'est pas la gauche, simplement on voit aussi des victoires du côté de la France Insoumise en plus de Saint-Denis au premier tour, à La Courneuve, à Roubaix, à Vaux-en-Velin, à Creil, à Vénissieux. Ça aussi c'est un mouvement en faveur de la gauche,
de villes qui, par ailleurs, ont un électorat populaire. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon il appelle la Nouvelle France. Mais il n'y a pas. C'est pas la gauche, ça ? Il n'y a pas de Nouvelle France. Il n'y a pas d'ancienne France. Il n'y a que la France. Et vous savez, il faut s'adresser à tous les Français en tant que citoyens français. Et moi, je ne me résous pas à ce que les quartiers populaires des métropoles soient désormais simplement captés par la France insoumise. D'ailleurs, tout comme je ne me résous pas à ce que les villes moyennes françaises soient aujourd'hui captées par le Rassemblement national. Il va falloir qu'on aille partout, dans tous les quartiers français, qu'on reprenne le métier à tisser de la République française, qu'on lance une politique forte sur l'école, sur l'intégration, sur la justice sociale, pour que l'ensemble des Françaises et des Français trouvent leur place dans le projet de redressement et de contrat patriotique qu'on va leur proposer. Voilà, donc Raphaël Glucksmann sur France Inter, je disais.